Salam alaikum Azul, bonsoir. Nous célébrons aujourd'hui le 64e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. 64 ans déjà. Personnellement, j'aurais voulu que nous commémorions cet anniversaire en d'autres circonstances et de façon plus heureuse. Ce n'est pas le cas, malheureusement, aujourd'hui, où les Algériens sont plongés dans l'incertitude des lendemains. Ce n'est pas vrai, malheureusement, parce que nous ne rendrons jamais assez justice à tous ceux qui nous ont offert leur vie, à ceux qui ont tout donné, qui sont encore parmi nous, qui ont disparu après l'indépendance, mais qui ont tout donné pour que vive l'Algérie libre. Et ce qu'ils ont donné de sacrifice, d'eux-mêmes, n'était pas pour eux, n'était pas pour pouvoir se gargariser de choses et d'autres et devenir la famille révolutionnaire qui se sert à tous les râteliers. Ils l'ont fait pour libérer leur peuple, les enfants de leur peuple. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et comme l'a dit notre célèbre écrivain Rachid Mimouni dans son roman Le fleuve détourné, ce fleuve puissant d'une révolution emblématique qui est rentrée dans l'histoire de l'humanité a malheureusement été détourné. Je n'en dirai pas plus, je laisserai mes invités s'exprimer sur le sujet. J'ai ici avec moi Zoubida Assoul, présidente de l'UPC, avocate, membre de Mouatana. Zoubida Assoul, merci d'être avec nous. Merci à vous, c'est Jamel. Juste une correction, c'est l'UCP. Ah, l'UCP, pardon. L'Union pour le changement, et le progrès. Absolument. En effet. Merci à vous. Merci. Alors, Brahim Senoussi, écrivain, universitaire et historien. Merci. Pas historien. Historien amateur. D'accord, mais vous êtes un peu dans le domaine, hein, vous Oui. avez été dans cette histoire des crânes du Trocadéro. Oui. Vous êtes hyper mobilisé pour la cause algérienne ici en France et un peu partout. Et donc c'est pour ça que beaucoup de gens pensent que vous êtes historien de métier. Très bien. Alors, Larbi Zouaïmiya, analyste politique, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et Yahya Mkhioba, journaliste, militant pour les droits de l'homme. Bonsoir. Merci. Merci. Alors, Zoubida Assoul, nous commémorons aujourd'hui le 1er novembre dans des conditions dont j'ai dit il y a un instant qu'elles étaient très difficiles. Et finalement, ce 1er novembre, comme tous les autres qui l'ont précédé, comme toutes les fêtes de l'indépendance, ne sont commémorées que par des officiels, de façon très formelle, hein, entre petits fours, millefeuilles et limonade. Et finalement, est-ce que c'est notre lot? Est-ce que nous devons accepter qu'une telle date soit ainsi dévoyée? Malheureusement, hélas, la réalité est là. D'abord, si vous permettez, avant de vous répondre, j'aimerais saisir cette occasion pour justement rendre hommage et puis نترحموا على الشهداء تاعنا à cette occasion, mais en même temps d'appeler nos concitoyens, là où ils se trouvent, en Algérie comme à l'étranger, de regarder notre histoire avec un regard analytique aujourd'hui, même si l'affectif est toujours là, bien entendu, mais les nouvelles générations, à mon sens, ne connaissent pas beaucoup de choses de leur histoire. Et notre devoir aujourd'hui, en tant que politique, en tant que citoyen tout court, c'est d'abord de dire au pouvoir politique qu'il est temps que les Algériens, notamment les nouvelles générations, puissent accéder à leur histoire, à leur véritable histoire. Cette histoire pour laquelle, malheureusement, qui n'a pas été bien enseignée en Algérie, à nos enfants, qui a été enseignée partiellement, mais souvent arbitrairement. Parce que l'histoire, notre histoire, on doit la vivre comme elle a été faite
Mais on ne doit pas tricher avec cette histoire, parce qu'elle n'appartient à personne. Et aujourd'hui, malheureusement, après 64 ans, de 54, novembre 54, on se rend compte que cette histoire n'a pas été rendue au peuple algérien. Cette histoire, aujourd'hui, il y a eu comme un OPA sur cette histoire, et on n'a pas voulu la dire réellement aux citoyens algériens. Deuxièmement, mais ils n'ont pas intérêt à le dire, puisque ceux qui l'ont confisqué en profitent, ils en ont fait un fonds de commerce. Un fonds de commerce, oui. Hélas, parce qu'en fait, rien ne dure, parce que même cette confiscation, il n'y a que la réalité, en fin de compte, qui un jour doit réapparaître. Parce que ces gens-là, un jour, ils vont disparaître, bien entendu. On n'a jamais laissé les historiens algériens raconter l'histoire de l'Algérie telle qu'elle s'est passée. Mais aussi, il y a presque une perversion, j'allais dire, de l'histoire algérienne, c'est qu'on a voulu sacraliser les humains qui ont fait cette histoire. Or, les humains ne sont pas sacrés. C'est pour ça qu'il est temps, aujourd'hui, après tant d'années, de lever justement cette chape de plomb sur l'histoire, de laisser les historiens écrire l'histoire de l'Algérie et aussi de lever cette sacralité pour les hommes et les femmes qui ont fait l'histoire. Comment, puisque eux, les gens qui ont capté cette mémoire, qui l'utilisent à leur profit, qui décident qui est grand moujahid, qui ne l'est pas, des gens qui en sont arrivés à liquider d'authentiques révolutionnaires pendant la révolution même, des gens qui ont fait un coup d'État avant même que l'indépendance ne soit proclamée. Pourquoi voulez-vous qu'ils puissent accepter que ça change ? Ben justement, ils ne peuvent pas, c'est un fonds de commerce. C'est un fonds de commerce, c'est vrai, mais aujourd'hui, la majorité des Algériens, notamment les nouvelles générations, ils ont accès justement à cette histoire. Ils peuvent accéder à cette histoire, pas en Algérie, mais ailleurs. Oui. Et donc aujourd'hui, je pense que ce pouvoir qui a usurpé, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Qui a usurpé l'histoire de l'Algérie, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en ont fait, tout simplement ? On va se dire, d'accord, vous l'avez pris pour votre compte. Ils se sont servis. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait pour le pays, pour les objectifs du 1er novembre, quand même ? Est-ce qu'on a construit un État social ? Est-ce qu'on a construit un État des libertés aujourd'hui, tel que nos chouhadas ont rêvé ? Parce que pourquoi ils se sont révoltés contre le colonialisme, contre la France coloniale ? C'est parce que les Algériens étaient opprimés. Les Algériens n'avaient pas de droits, les Algériens n'étaient pas libres, les Algériens ne pouvaient pas bénéficier de leurs biens, ne pouvaient pas profiter de leurs biens. Et donc aujourd'hui, OK, ils ont pris tout ça. Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Aujourd'hui, les jeunes Algériens quittent leur pays en masse. Les jeunes Algériens sont en train de partir à la mer, choisir la mort au lieu de la vie. Et aujourd'hui, moi, à mon sens, il est temps, après tant d'années, de rendre justement l'histoire aux historiens et que les Algériens, enfin, prennent possession de leur histoire telle qu'elle s'est passée réellement et pas maquillée par le pouvoir. Brahim Senoussi, justement, vous, l'universitaire, où est-ce qu'il y a de l'université dans tout ça ? Quelle est cette, j'allais dire, carence de l'université, cette absence abyssale, totale, au point où, comme vient de nous le dire Zoubida Assoul, les gens sont parfois contraints à aller chercher ailleurs pour essayer d'en savoir un peu plus sur leur propre pays. Quand on a un pays qui vit dans sa totalité, dans un état d'anomie, d'accord, on ne peut pas imaginer qu'il y ait une institution qui émerge. Elle ne peut pas émerger. Absolument. Parce que c'est la règle commune. Tout le monde est... Il y a quelque chose qui frappe chez tous les Algériens, c'est qu'on les sent malheureux. Ils portent quelque chose, une espèce de souffrance interne, dont personne ne parle, mais ils sont profondément malheureux. Et en fait, ils essayent de ruser avec le pouvoir. Ils adoptent quelquefois les mêmes techniques que les gens qui sont au pouvoir. Parce que cette histoire de corruption, elle n'est pas propre, elle est aussi, elle a diffusé dans la population, oui. À l'échelle de la population, bien sûr.
Mais il n'est pas rare, par exemple, si vous voulez avoir un extrait de naissance ou un machin, on vous demande de glisser un billet. C'est quelque chose qui est très désagréable, qui est très... On parlait du Maroc en disant que c'était une coutume qui avait cours là-bas, et on se moquait des Marocains. Et bien maintenant, nous sommes au même point, ou peut-être même plus bas que les Marocains, pire, sans doute que les Marocains. Et donc le danger, c'est que la diffusion de ces choses dans la société pose en tout cas problème. Il va falloir remédier à cela. Je ne sais pas comment. Oui, mais j'entends bien ce que vous dites. Oui. Mais que l'université, comme toutes les autres choses qui sont dans ce pays, qu'une médiocratie ne génère que de la médiocrité, que rien ne peut m'être mis à l'écart, qu'il ne peut pas y avoir un rouage méritoire dans un système médiocre. Exactement. On est d'accord. Absolument. Mais il n'en demeure pas moins que les universitaires algériens existent. Ils sont là. Et même plus, puisque quand ils sortent, quand ils vont à l'étranger, ils s'imposent, ils sont brillants. Nous avons des historiens, nous avons des sociologues. Mais pourquoi cette totale absence dans l'histoire de notre mémoire? En l'occurrence, il y a une totale absence. Absolument. La qualité des gens n'est pas en cause. Mais encore une fois, quand on est plongé dans ce chaudron, eh bien, on s'imprègne de ce qu'il y a dans le chaudron. Et ça touche absolument tout le monde. Tout le monde, quel que soit le degré de qualification. Et puis, je voulais rajouter quelque chose à ce que vous disiez, c'est que quand vous parlez des jeunes qui viennent apprendre l'histoire ailleurs, il y en a quelques-uns bien sûr, mais il y en a très peu. La plupart, l'écrasante majorité des jeunes que je côtoie sont indifférents à cette histoire. Pourquoi ? Parce que cette histoire pour eux, l'histoire, c'est ce qui est raconté par le pouvoir. C'est ce qu'ils ont lu dans les livres d'histoire, etc., etc. Et cette histoire, ils savent maintenant qu'elle est fausse, d'accord ? Et donc, ils rejettent, ils balancent le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas en entendre parler. Plus grave, donc, ils ne veulent pas en entendre parler et ils substituent une autre histoire, celle qui a été imposée par le conquérant. C'est-à-dire que c'est l'histoire vue du côté de la France. Et ils disent, quand il y avait la France, beaucoup de gens le disent, on était bien quand il y avait la France. C'est des jeunes, ils n'ont jamais connu la colonisation. Mais c'est une idée reçue qui sort comme ça, et franchement, c'est un dommage terrible. Et si on ne fait pas attention, encore une fois, dans 20 ans, il n'y aura plus de révolution algérienne, il n'y aura plus de guerre d'indépendance. Mais est-ce que ce n'est pas déjà le cas ? En tout cas, aujourd'hui, peut-être 90% de la population n'a pas connu ni de près ni de loin cette période. Non, mais je veux dire qu'à l'échelle même de... Tu as eu raison de dire que la révolution algérienne, elle a eu un écho considérable. Oui. Elle a structuré des gens, ils le disent, ici en France, en Angleterre, aux États-Unis, Oui. qui sont entrés en politique par la révolution algérienne. Le problème, c'est que maintenant, du fait que sa mémoire disparaît petit à petit, il se peut que demain, nous subissions le sort des Indiens d'Amérique. C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé. Oui. Voilà, rien. Oui. Ou à la limite, justement, l'arbre Zouémia, justement. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, comme nous tous, quand on allait regarder des westerns, on était du côté du cow-boy qui massacrait les Indiens. Tout à fait. Et alors que l'Indien, il était sur sa terre, c'était lui la victime, c'était lui l'opprimé. Mais nous, notre cœur battait pour le cow-boy qui les descendait à coups de revolver, alors qu'eux, ils avaient des petits arcs là. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Puisque vous étiez en train de nous dire, il y a des gens qui suivent les thèses colonialistes. Zouémia. Pourquoi avons-nous cette disposition, généralement, à nous laisser formater ou par l'ennemi d'hier, le colonisateur, ou par l'ennemi d'aujourd'hui qui avait même base sur notre histoire ? Non, vous étiez enfant, c'était une présentation cinématographique du méchant. Donc on était avec la personne qui arrivait à mater le méchant. Mais le problème, c'est que l'histoire en elle-même, un fait historique comme nous, il est appelé à disparaître dans le temps. Parce qu'il n'y a pas que la révolution algérienne, il n'y a pas que la révolution 54 qui dans notre histoire. Il y a des révolutions et des révolutions.
Le problème, c'est ce qu'on appelle même en équation simple, si on peut tronçonner en équation. Nous avons subi une humiliation historique en 1830. C'est une vérité. Il y avait une défaillance de l'État. En 1785 déjà, on disait, l'intendant américain qui était en France disait que les commandants m'ont assuré que la régence d'Alger peut mobiliser 200 000 hommes en the field, sur le champ, et disposer de, je ne sais pas, de canons à 2 étages et tout. Et ils ont fait la paix avec l'Espagne, ils peuvent retourner toute cette force contre nous. En 1785, quelle que soit la définition qu'on faisait sur l'Algérie, nous étions une puissance, même maritime sur le plan de la défense. Nous nous trouvons en 1830 avec un Dey qui a déjà nommé son cousin qu'on fait, ce monsieur-là qui s'est accaparé du pays, ce monsieur, il a nommé son gendre au lieu il a limogé Yahya Agha, على ما أظن. Vous avez entendu que ça vient de loin. Hein, exactement. Ce genre de... Et puis lorsque les Français sont entrés, déjà il y avait le vent qui poussait les bateaux. Il y avait 3 jours de vent. Même le vent était avec nous. Parce que Stawali, la bataille de Stawali, c'était une humiliation. Et lorsqu'on a dit au président américain à ce moment-là, parce que à un moment donné, on prenait presque le 1/5 du budget de l'État américain en rançon. Et il a dit, how come? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Donc l'idée était pour les Algériens, même toutes les littératures anglo-saxonnes qui ont été faites sur Alger même, c'était presque une cité protégée par le Dieu. C'est vrai, Le Mahrousa. Exactement, c'est une mythologie, oui. Et l'Algérie aussi, c'est-à-dire même une bataille terrestre. Et puis, donc, les Français ont exploité un petit peu les études du Dr Shaw. Ils ont connu... Voyage du Dr Shaw dans la régence d'Alger. Exactement, en 1732. Et voilà, ils savaient qui était l'ennemi de qui. Et voilà, ils sont entrés. C'est une humiliation historique. Nous avons mis du temps pour faire sortir ces gens-là. Oui. Quoi? Nous avons déjà passé un débat de 30 années, 1924 jusqu'à 1954. C'était beaucoup déjà. Et chacun plantait sa chapelle. OK. Nous sommes arrivés à un moment donné où il fallait avancer. OK. Nous avons cru qu'on pouvait capitaliser une victoire. C'est très important, comme fait beaucoup d'États, comme fait même l'État sioniste actuel. Il capitalise, il avance. Et voilà, nous nous trouvons en 2018, juste après l'indépendance de 56 ans, avec des gens qui non seulement cambriolaient l'histoire, mais ils ont cambriolé les shuhada. Les shuhada. Ils ont cambriolé l'histoire, les shuhada, et nous sommes un pays inédit. Il n'y a pas d'exemple. C'est une vérité. Je ne suis pas en train de lancer des hyperboles comme ça, ou de dire, par exemple, des qualificatifs ou des épithètes. Je ne sais pas, un épithétophobe ou un épithétophile, je ne sais pas quoi. Mais la situation en Algérie est catastrophique. Nous n'avons pas d'économie. Nous n'avons rien. C'est un pays qui n'a rien du tout. On l'a acculé dans les derniers retranchements. Voilà la situation. Mais Rabbi Zohemi, pardon de vous interrompre. Parmi les aspirations des Algériens à cette époque-là, oui, qui vivaient dans des conditions infrahumaines, oui, les Algériens étaient mangés par leurs poux. Oui. Ils allaient pieds nus. Oui. Ils avaient faim. Ils ne connaissaient pas le goût de la viande. Ils étaient frappés. Ils étaient réduits à un état de servilité peut-être pire que certains animaux. Oui. Les gens en sont arrivés à ne plus aspirer à quoi que ce soit. Réduits à un état infrahumain, comme je le disais. Mais le problème, c'est qu'après, lorsque la révolution a commencé à tourner, à prendre, il est né au cœur des Algériens de véritables aspirations. Oui. À la liberté, à la dignité. Et les gens s'engageaient, montaient au maquis pour ça. Et ils savaient qu'ils pouvaient ne pas revenir, mais ils y allaient, parce qu'il y a eu la naissance d'une conscience nationale et d'une véritable dignité qui est renée de ces cendres. Mais aujourd'hui, après tant d'années, Oui. Est-ce que ces aspirations qui faisaient vibrer toute l'Algérie, Oui. est-ce qu'elles ont disparu de nos cœurs? Nous sommes en France, des nationaux algériens en France, en train de parler du 1er novembre. Vous ne pouvez pas rentrer. Vous ne pouvez pas rentrer. Vous m'avez parlé vous avez 43 ans de service. Vous ne pouvez pas rentrer dans votre pays. Montrez-moi un pays comme ça.
Joseph Broz Tito, lorsqu'ils ont fini lors de la Deuxième Guerre mondiale, il a appelé, il a dit qui sont les partisans à côté et le peuple à côté. Les partisans sont allés avec le peuple. Et nous, c'est les gens de la 4e rangée. Et vous savez, dans le détail, j'étais en train de parler avec Saad Bouakba. Saad Bouakba était dans un muhtashid, un centre de concentration de la région de Sibt. C'est la poubelle, là où on fait sortir la poubelle. Mais chez nous, par exemple, justement, on coupait la porte. On coupait la porte haut pour que la dame donne dans la tasse, pour que l'autre personne ne la voit pas. Et rien ne se perd. Rien ne se perd. Le détail. Combien de mulets il faut acheter? 30 mulets, d'où pour envoyer de la région de Soukharas jusqu'à Chlef. Chlef a des mortiers de 65 mm. De 45 mm, les munitions c'est lourd. Il y a 10 personnes qui achètent 3 mulets, chacun achète 3 mulets d'un soc. Il informe l'autre qu'on تقول يجوا يذبحوك وشكون اللي راماسيهم le point de chute il faut les renforcer avec un commando. Ça c'est une seule opération. Il y avait une synergie. Exactement. Et tu te trouves avec qui avec عبادو ما يهدرش. احنا نهضروا ولدنا بعد الاستقلال نهضروا على بلادنا وهو اللي حضر راح روحهم دي توين بالمنجل ولا لنا حاكم المجاهدين. يعني ما تلقاهاش، لا تلقاها عند لي كوبان، لا تلقاها عند غندي، لا تلقاها عند لي فيتناميان، لا تلقاها حتى عند واحد. عندنا احنا ils ont cru que c'est un butin, ils sont en train. Nous avons 500 000 moujahid. Et je vais vous donner un chiffre. Et c'est un chiffre inédit aussi. Vous savez combien de vétérans aux États-Unis? Il y a 25 millions de vétérans, 24 900 000 vétérans aux États-Unis. C'est moins d'1 million, 500 000. C'est 500 000 يسلكوا. Mais ils ont un système de santé. 25 millions de vétérans. Nous, كان عندنا 30,000. Et à la belle, de l'intérieur. Nous sommes arrivés à un nombre de 450 000. C'est 4 milliards, 4,9 milliards de dollars dépensés. C'est-à-dire nous avions une armée rouge et nous ne savions pas. Si on avait une armée rouge au début déjà de 1830, nous chargeons France à faire une semaine. Au sujet de cette histoire de faux moujahidines, Premièrement, je vais vous répondre sur le faux moujahidines. Premièrement, Allah yarham shuhada. Parce que s'il n'y avait pas des hommes et des femmes qui sont sacrifiés, donc il faut savoir leur rendre hommage. Allah yarhamhum. وإن شاء الله ربي يرزقنا تانيك عباد كيما هما qui sont prêts à se sacrifier encore pour leur pays parce qu'aujourd'hui le sens du sacrifice pour le pays on l'a perdu mais il est en perte. Maintenant l'histoire et les faux moudjahidines. Notre grand problème avec notre régime, je vais un petit peu politiser la chose. Vous n'allez pas m'accuser, j'espère, de trotskiste ou de maoïste, mais depuis 57-58, on est dans une situation de coup d'État permanent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la population algérienne arrive à arracher une part de victoire, une part de héroïsme, une part d'indépendance, il y a toujours un groupe qui vient et qui lui fait un coup d'État. Le coup d'État a commencé, comme vous avez dit, le premier coup d'État organisé et public qui était... Même avant l'indépendance, qui était celui qui était dirigé à l'encontre du GPRA. Mais surtout le 6 juillet 62, le grand coup d'État, c'était le coup d'État contre le peuple algérien, contre l'histoire de ce peuple, le coup d'État contre la révolution algérienne. C'est-à-dire que les faux moudjahidines ont remplacé des vrais, les faux colonels ont remplacé des vrais colonels, les faux politiciens ont remplacé plutôt les faux politiciens ont remplacé les vrais politiciens. Et c'est ainsi jusqu'en 2018. C'est-à-dire que le coup d'État de 65 et le coup d'État de janvier 92 ne sont qu'une continuité d'une mentalité d'un pouvoir qui n'arrive pas à supporter que le peuple algérien puisse s'exprimer. Juste s'exprimer. Encore moins choisir. Encore moins choisir. Donc à chaque fois, et c'est une remarque, après vous pouvez m'apporter la contradiction, mais j'ai remarqué que ces gens-là, à chaque fois que la population algérienne essaie de se prendre en charge, soit vis-à-vis du colonialisme, soit vis-à-vis des choix politiques, soit vis-à-vis d'une élection, il y a un groupe qui se place au-dessus de tout le monde et qui se dit cette population ne sait pas choisir et à la base elle n'a même pas le droit de choisir. Donc et on lui confisque ça en présentant ça comme
une fois Torah, je ne sais pas quoi, la révolution continue, sauver la Et les faux République. moudjahidines, qui c'est qui a créé ces faux moudjahidines? Mais Et on pourquoi? ne pouvait pas réussir un coup d'État contre la révolution de novembre avec les vrais moudjahidines. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire un coup d'État au 1er novembre 1954 avec un Aït Ahmed, ou là avec un Boudiaf, là, ou là même avec Ben Bella, qui était même au pouvoir en 63, parce que même Ben Bella, on peut le critiquer, mais il reste un nationaliste. Mais c'est sous le son monde est gouvernement et celui de Boumediene que les faux moudjahidines ont été créés. Non, pas sous le gouvernement Ben Bella. Ah si, ça a commencé avant Je regrette. 65. Ça c'est acté. Ça c'est acté. Et c'est devenu pratique courante sous le gouvernement de Boumediene Ben Bella en prison. Parce que Ben Bella, il avait le pouvoir, et M. Bouakba est à la prison, il peut me corriger, il avait le pouvoir de guillotiner Aït Ahmed qui était condamné à mort, il ne l'a jamais fait. Allah, il ne l'a jamais fait parce qu'il n'était pas d'accord avec lui politiquement, mais c'était son frère de combat. Un vrai moudjahid, mais il ne un vrai moudjahid. Donc, c'est cette logique de coup d'État. C'est pas un peu angélique, ça hein? Non, oui, surtout qu'on a je connu suis des d'accord, cas. mais ils sont critiquables. Ouais, Ils sont critiquables. Qui m'a dit Madame Mansour, c'est pas des anges. On a des vrais moudjahids aujourd'hui, en 2018, je ne veux pas les citer, qui vont soutenir Bachar al-Assad. Donc, on ne peut pas dire que tel ou tel n'est pas vrai moudjahid, mais bon, un humain reste un humain. C'est pour ça qu'on ne peut pas investir parce que flan. J'investis sur des institutions politiques. C'est-à-dire qu'il y a des règles démocratiques qui doivent ériger notre vie politique. Il y a une population qui est capable de te démettre par le biais d'une élection libre, avec une justice indépendante. C'est ça la règle. Il y a loin de la Non, coupe mais il aux faut lèvres, qu'on en hein, arrive là. C'est ça notre combat aujourd'hui. C'est d'arriver à une vie politique ainsi. Et c'est surtout, Nas leader au Torah en 54, c'était pour ça. C'était la liberté. Parce qu'ils étaient opprimés, ils n'avaient pas la liberté. La liberté politique aujourd'hui, c'est quoi? C'est de porter une carte d'identité algérienne ou d'un passeport algérien. Vous, M. Benchignouf, on a des dizaines derrière ce plateau qui ne peuvent pas rentrer en Algérie chez eux. Ils sont algériens. À l'âge, parce que le pouvoir en place n'est pas d'accord avec eux politiquement. Donc, nos aînés ne sont pas sacrifiés pour ça. Donc, le but, c'est d'être algérien, premièrement, et d'être libre politiquement, de choisir, de militer, d'avoir une conscience politique, et de croire ou de ne pas croire à quoi que ce soit. Mais le plus important, c'est d'être libre. Cette liberté-là nous est confisquée et elle a été signalée en 62 par Farhat Abbas. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, il faut appeler ces générations-là à regarder cette histoire avec fierté, parce qu'il faut en être fier, avec tous les points obscurs parce que voilà, on n'est pas des anges. Voilà. Pas pour la mémoire de ceux qui sont tombés. Mais de s'en inspirer pour continuer le combat. Parce que je discutais hier avec un ami à Imlila, un militant. Il disait, Yahya, le 1er novembre, il n'est pas encore achevé. Moi, je ne veux pas fêter le 1er novembre. Je vais le fêter et le gars, il a 28 ans. Je vais le fêter le jour où je serai indépendant. Il a raison. Bon, moi, je le fête. Mais sur le plan politique, on est sur un inachevé. On a libéré la terre, c'est ce que disait Ahmed. On a libéré la terre, on n'a pas encore libéré l'homme. Alors, Zoubida Assoul, avant de vous redonner la parole, nous allons un petit peu sortir du sujet, mais je vais vous dire où je veux en venir. Nous allons regarder les images d'aujourd'hui de M. Bouteflika qui s'est rendu à Al-Alia. Je ne vous en dis pas plus, nous allons regarder ces images. عزيز بوتفليقة بمربع الشهداء بمقبرة العالية على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة. رئيس الجمهورية وبعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية وضع إكليلا من الزهور أمام مربع الشهداء وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية. وحضر المراسم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح حضر المراسم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار
الذين ضحوا بدمائهم الزكية وبأرواحهم النقية من أجل عزة وكرامة هذا الوطن العزيز. اللهم احفظ بلدنا الجزائر، اللهم اجعلنا فيه آمنين مطمئنين لا فاتنين ولا مفتونين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والسلم والإسلام. اللهم أمنا في أوطاننا واحفظ بلدنا وبلدان المسلمين. Alors, Zoubeda Assoul, cet homme est très malade. C'est un otage entre les mains de ceux qui gouvernent réellement dans ce pays, en son nom et derrière son cadre. Et ils prennent à témoin Chouhada en une journée comme celle-ci. Vous voyez où nous en sommes arrivés, Zoubeda Assoul? Hélas, hélas, vraiment, moi j'ai très très mal quand je vois le président de la République, qui est quand même le symbole de l'État algérien, que ce soit vis-à-vis des Algériens, de nous-mêmes en tant que citoyens, et aussi vis-à-vis de nos partenaires étrangers. Aujourd'hui, moi je considère que les gens qui veulent encore utiliser le président Bouteflika malade depuis 2013 comme otage, ce sont des gens qui commettent, à mon sens, des atteintes aux droits humains d'un homme malade. Et il le touche dans sa dignité la plus profonde. Il nous touche, nous, en tant qu'Algériens, en tant que citoyens, parce que c'est le chef de l'État. Donc on est humiliés, tous les Algériens, là où on se trouve, on est humiliés, on a mal, on pleure quand on le voit comme ça dans cet état. Et puis en plus, on humilie l'Algérie. L'Algérie est un grand pays. Ces gens-là, hypocrites, il faut les qualifier comme ça. Parce que quand ils utilisent l'histoire, ils disent « Tarahouman ala shuhada ». Ils ramènent un homme comme ça, au nom de ces shuhada, au nom de cette révolution, qui est une révolution énorme, qui a été reconnue mondialement. Aujourd'hui, on le ramène juste par un clan qui veut garder ses privilèges, qui veut justement garder l'impunité surtout. Et malheureusement, c'est là où je vous dis, l'histoire a été usurpée par ces gens-là, à des fins personnelles, à des fins mercantiles, et pour empêcher que le peuple algérien ne puisse bénéficier justement de des fruits de cette révolution. Qu'est-ce qu'ils en ont fait aujourd'hui pour l'Algérie? Quand vous savez que notre jeunesse, on a 70% de population algérienne qui ont moins de 35 ans, c'est ça le peuple algérien, c'est ça l'avenir d'une nation. Ce peuple, il se voit tous les jours humilié parce que son président est humilié. Donc ces gens-là, pour moi, c'est une grande traîtrise de novembre 1954. C'est une traîtrise même vis-à-vis du chef de l'État. Ces gens qui croient le pouvoir, l'aimer, l'aduler et tout ça, ils sont en train de l'humilier. Et là, l'histoire le retiendra et ne leur pardonnera jamais d'avoir humilié l'Algérie et les Algériens de cette façon. Un tour de micro sur cette question, Zoémia. Mais il va revenir demain, mais c'est-à-dire, on aurait dû la voir en noir et blanc, avec le Tagoman avec Bekri. Ça ressemble à l'Honduras des années 51 à peu près. Et puis ils auraient dû mettre des lunettes noires. Avant, ils les mettaient parce que pour voir le port de loin, est-ce que les conteneurs sont arrivés ou pas? Mais ceux qui étaient présents n'avaient pas besoin de lunettes noires pour faire mafia. Non, mais il y a un personnage, madame, il y a un personnage, ok. Mais il y a ses actes. Il peut aller maintenant, il peut mourir maintenant, on peut tous mourir, il peut quitter maintenant. Mais ce qu'il a fait dans ce pays, il l'a détruit. Il l'a détruit. Nous ne pouvons pas, c'est impossible, quel que soit. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement la situation, la conjoncture internationale. Ce monsieur-là a commis, et on le répète, le cambriolage financier, le plus grand cambriolage financier de l'histoire. Il a frappé le pays de siccité. Il l'a mis, c'est-à-dire, donc ils sont là, moi je ne les qualifie pas de pouvoir. C'est un ramassis de voyous, c'est tout, c'est leur qualificatif. Ils ne sont ni politiciens, ni rien du tout. Les Watan, ils n'ont d'Algérien que le nom. Que le nom, تشوفينا واحد راح يموت يعني comme si c'est que حبست البلاد يعني حبست. Et il a 20 ans derrière lui, ils veulent le faire empiler pour 5 ans supplémentaires. Exactement. Brahim Snoussi. Oui, moi je voulais dire quelque chose à propos de M. Bouteflika. Il a subi une humiliation beaucoup plus grande que celle-là.
C'est quand, après, il a passé une période de convalescence à Paris, et il l'a passé aux Invalides. Absolument. Les Invalides, c'est une institution qui accueille les cendres des généraux de l'armée française qui ont rendu service. Les grands traumatisés de guerre. C'est l'équivalent de l'académie, si vous voulez, parce que, voilà, les grands machins, on les honore en les mettant dans ce... Il y a Bugeaud, il y a Saint-Arnaud, il y a Camp-Robert, il y a Ils sont Voiron. passés par les Invalides? Bien Ils sûr. sont enterrés, ils sont là-bas, là-bas. ils sont enterrés là-bas. Ils sont Ils là. sont enterrés aux Ah, Invalides. C'est inscrit dans leur site internet. Bien sûr. Les Algériens peuvent d'accord. aller lire. Hein. Exactement. C'est public. Et Bouteflika, je pense que personne ne lui a demandé quoi que ce soit. Je pense que ce n'est pas lui qui a décidé d'aller aux Invalides, je crois pas. Oui. Il décide pas Je ne grand-chose, pense pas non à mon plus. avis, Je maintenant. pense pas. Pardon, lorsqu'il est venu aux États-Unis, il est venu aux États-Unis, il est allé au cimetière d'Arlington sur la tombe de John Kennedy. Il a pensé à un mémorial où ça commençait par lui, cet individu, qui n'était même pas commandant de la LN. Il n'était même pas membre du Conseil national de la Révolution. Il a été nommé commandant. Ce monsieur-là qui était juste un coursier. Pardon. T'en prie. Une deuxième chose, en rapport avec ce qu'on a vu tout à l'heure ici, il y avait Ouihia en particulier, Oui. qui a eu cette sortie invraisemblable à propos des crânes des martyrs. Il a dit il vaut mieux les laisser là-bas. Ah oui, Mais oui, bien sûr. Incroyable. il a dit ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Il n'a pas dit pourquoi? Il n'a pas dit pourquoi, il n'a pas besoin de dire pourquoi. Il a dit ceux qui ont envie de se recueillir, ils peuvent se recueillir au musée de l'homme. Voilà. Devant les- Sauf qu'au musée de l'homme, il faut descendre dans la cave. Ils ne sont pas exposés, ils sont dans sont des pas- boîtes. Ils sont dans des boîtes à chaussures. Ouais. Troisième chose que je voulais dire, c'est pour... Il n'est pas question d'enlever quelque chose de la culpabilité de ce pouvoir, d'accord? Mais je suis toujours inquiet par l'absence de réaction du peuple. Et ça pose question. Je ne crois pas qu'il existe beaucoup de pays où les peuples subissent le même genre de choses que subit le peuple algérien, qui n'aurait pas trouvé une sortie, qui n'aurait pas réussi à s'organiser. Là, on est incapable de s'organiser en Algérie. C'est un grave problème. Et pourquoi, d'après vous? Alors pourquoi? Parce que moi, c'est une explication partielle. Les explications sont toujours partielles. En Algérie, en 1830, les gens allaient dans des écoles. Il y avait des écoles. Les gens savaient lire, ils savaient écrire, ils savaient compter. Ils savaient... voilà. Le premier gouverneur d'Algérie, général, je ne me rappelle plus son nom, avait dit, à l'époque où en France... Non, j'ai oublié son nom. Il avait dit qu'en France, il y avait à peu près 70% d'analphabétisme et 100% quasiment pour les femmes. Oui. Qu'en Algérie, toutes les femmes et tous les hommes savaient lire et écrire. Parce qu'ils allaient à l'école C'était des coranique. anthropologues allemands qui l'avaient confirmé, Absolument. même avant 1830. Absolument. ouais. Que s'est-il passé? Ces écoles étaient financées par les biens Hbous. Le produit des biens Hbous servait à financer les cimetières, les mosquées, la construction de mosquées et les écoles. En 1843, la France décide de nationaliser les biens Hbous. Et donc plus de financement, plus d'écoles. Et l'analphabétisme. L'école s'est arrêtée Et bonjour en Algérie, l'analphabétisme. 1843, personne n'a été à l'école, enfin presque personne, jusqu'à quasiment la veille de l'indépendance. J'imagine pas que c'est un hiatus, c'est incroyable, c'est un gouffre qu'on a creusé. Et je n'imagine pas que cette situation qui a été faite aux Algériens particulière n'a pas eu de conséquences sur la population, des conséquences Même jusqu'aujourd'hui. actuelles. Absolument. Voilà. Et il y a ça, il y a l'absence d'école, puis il y a 132 ans de colonialisme féroce aussi, hein, d'humiliation, de violence contre les populations civiles. Vous vient avez de loin, vous voulez 30, dire. 40 ans de dictature, de privation de liberté politique et économique, et il y a surtout 15 ans de guerre, je ne dirais pas de guerre civile, mais de guerre contre les civils. Mais il n'y a pas aussi une corruption de masse Non, pendant ces la dernières années la de corruption est venue se rajouter sur ça. Voilà. Parce que Bouteflika a démocratisé la corruption, surtout les opposants politiques ou les chefs de parti. Il a compris combien il valait, donc tel ou tel. Il a le prix presque de tout le monde. Mais pas tout le monde, presque tout le monde. Parce que, alhamdoulilah, il y a des gens en 2018, que ce soit en France ou en Algérie. C'est pour ça qu'il y a un manque de réaction. Maintenant, cette image, monsieur parlait du Val-de-Grâce. Bouteflika a été humilié à Val-de-Grâce. C'est toute l'Algérie à travers Bouteflika qui était humiliée à Val-de-Grâce.
Et il ne faut Parlez pas des oublier... des invalides, pas du Ah, handicap. plutôt aux Des invalides, oui. ouais. Voilà. Oui, c'est marqué, c'est inscrit dans leur site internet que seuls les officiers de l'armée française y sont soignés et les civils, et le personnel, et les civils qui ont rendu de grands services à la France. Donc on peut présumer que M. Bouteflika a rendu de grands services à la France. Maintenant, Bouteflika n'était pas seul aux invalides. Dans l'image que vous venez de nous présenter à l'Alia d'aujourd'hui, il y avait M. Gaïd Salah, chef d'état-major. Gaïd Salah s'est présenté en civil aux invalides, avec M. Sellal, qui était Premier ministre, qui étaient tous les trois. Vous aviez le chef de l'État algérien, vous avez le Premier ministre algérien et le chef de l'état-major de l'AMP, qui étaient tous réunis aux invalides sous la photo de M. Hollande, qui était à l'époque président de la République. Donc c'est cette image-là qui m'a fait comprendre, à moi, jeune, né à l'indépendance, beaucoup de choses. L'humiliation et qui m'a expliqué beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Pourquoi comme disait Mme Assoul, cette traîtrise? Parce que là, il s'agit de traîtrise. Il ne s'agit pas de porter la contradiction à un programme économique ou politique. On n'est pas là. Ce n'est pas libéralisme contre socialisme ou l'inverse. C'est est-ce qu'une tête jazairi ou le mchi jazairi? On en est là. Oui. Est-ce que vous aimez ce pays ou là vous le détestez? On est encore dans le débat du 1er novembre 54. Je vais juste finir. C'est que Mouachirat, le 1er novembre 54, classe politique corrompue et totalement détestée par la population, une population en majorité en dehors de la sphère politique, mais il y avait l'organisation du PPA qui a fait un travail extraordinaire. Lyon en 2018, Rana a à peu près la même chose. C'est que vous avez une classe politique dans sa majorité vomi et complice avec le régime, un régime qui était à l'époque coloniale, qui est supposé être aujourd'hui algérien, qui est défaillant. Ce qui nous manque pour un deuxième 1er novembre, c'est une organisation telle que le PPA. Eh bien, justement. Une organisation politique. Justement. Madame Assoul, Oui. nous sommes tous d'accord pour dire que notre mémoire nous a été confisquée, qu'elle a été instrumentée, qu'elle a été cloîtrée, tout ce qu'on veut. Comment faire d'abord pour que nous-mêmes, nous puissions nous réconcilier avec cette mémoire, mais aussi comment faire pour apaiser le climat, pouvoir parler de tous les tabous, qu'il n'y ait plus de tabous, qu'on puisse parler de tout ce qui s'est passé dans cette révolution, de façon sereine, sans pour autant sauter à la gorge les uns des autres. D'après vous, comment faire pour pouvoir y aller, faire notre catharsis, pouvoir faire une sorte de thérapie collective, essayer de comprendre d'où vient le mal pour nous guérir de toute cette haine qui nous habite et pouvoir enfin regarder vers l'avenir? C'est vraiment une question fleuve, effectivement. Il y a beaucoup de choses à dire en répondant à votre question, mais si vous permettez, j'aimerais rebondir un peu sur tout ce qui a été dit, sur l'humiliation du peuple algérien. Mais il y a aujourd'hui ce qui est dramatique. Moi, je suis une femme politique. Je suis venue à la politique parce que, justement, j'ai eu trop mal pour mon pays. Je ne suis pas venue à la politique pour faire vraiment une carrière politique. Hein. Plaisir. Voilà, je viens parce que j'ai trop mal et je me dis la pratique politique en Algérie est devenue un désastre. Un désastre pourquoi? Par la médiocrité qui nous a été imposée par ce pouvoir et aussi par le mauvais message que ces politiques véhiculent vis-à-vis des citoyens. Aujourd'hui, les Algériens, pourquoi? Moi, on me le dit quand je rencontre des jeunes, on me dit, vous savez, madame, quand on voit les politiques algériens, on zappe. On n'a plus envie de les entendre, on n'a plus envie. Et enfin, parfois, on trouve des gens qui ont du sens quand ils parlent. Ils nous parlent. Parce que l'Algérien, il aimerait bien que le message vienne du cœur. Il le reçoit parfaitement. Cette sincérité de dire les choses. Un politique qui vient en parlant aux Algériens, en les prenant de haut. Et quand aujourd'hui, après 56 ans de l'indépendance, si jamais, on a eu soi-disant des politiques, des élus locaux. Vous vous rappelez de l'épisode de Constantine, quand Mouatana a essayé de partir faire un travail de proximité avec nos concitoyens à Constantine. Vous savez, un élu soi-disant du parti du FLN, le PAPW, il nous a interdit de rentrer à Constantine.
moi je vous dis المستعمر ما دارش هكذا ولا لا المستعمر فرنسا استعمرتنا 132 عام ما قالت لناش باللي ما عندكش الحق تروح من الجزائر لقسنطينه ولا من قسنطينه لوهران ولا من وهران الحاج se déplacer en toute liberté. Absolument, en toute liberté. Eh bien, aujourd'hui, في الجزائر المستقلة وفي الجزائر soi-disant démocratique ou تعددية, on a eu droit à un élu local qui nous a dit قسنطينة خط أحمر. Il n'a jamais été inquiété, ce bonhomme. Mais c'est il l'a dit publiquement. Il l'a dit publiquement dans une réunion Ouais. et la vidéo a circulé dans toute l'Algérie et même à l'étranger. Et je vais vous interrompre parce qu'il ne nous reste plus de temps. Il reste 6 minutes entre vous deux. Un dernier mot avant de... Oui, oui, c'est pourquoi qu'est-ce qu'il faut faire. Tout à l'heure, Sisnoussi a dit le peuple. C'est-à-dire que nous, en tant que politiques, on vit parmi nos concitoyens dans toutes les régions de l'Algérie. Oui, c'est vrai, on a le droit de nous interroger. Pourquoi le peuple algérien est devenu khouaf? On va la dire بالعربية. Khouaf, يخاف من كلش. Eh bien, il faut aussi revenir à tout ce que l'armada de violence, de répression que le pouvoir utilise. Hier, c'est Jamel, le représentant Mouatana Constantine a été placé sous mandat de dépôt. Oui. Il a été kidnappé devant chez lui. Zrilesh Abdelkarim. Sa mère m'a appelé. Moi, j'étais là à Paris. Sa mère m'a appelé affolée. Madame Assoul, voilà, mon fils a été enlevé. Il a été placé sous mandat de dépôt. Moi, pourquoi je suis venue à Paris? Eh bien, je devais faire une émission avec France 24. Eh bien, les gens qui travaillaient avec France 24 en freelance ont refusé parce qu'ils auraient reçu des instructions de ne pas laisser passer Zoubida Assoul. Maintenant, on vient de notre pays, on ne peut plus, dans notre pays, incroyable, parler, nous exprimer en tant que politique. Il faudrait qu'on aille ailleurs pour qu'on puisse nous exprimer. C'est ça l'Algérie de M. Bouteflika. C'est ça la démocratie de M. Bouteflika. Depuis 20 ans qu'il est là. Arbi Zoumia. Moi, ce que je dis, c'est qu'on ne doit pas perdre de vue une linéarité que, justement, nous avons quelque chose de bien en Algérie. Il y a un effort aussi. Il y a des gens qui font l'effort. C'est fabuleux parce que c'est quelque chose, c'est une énergie intérieure que des gens font des initiatives. Mouatana, même si on veut que ça s'élargisse un petit peu, même si de façon à ce que tous les gens, tous les Algériens, premièrement, s'unissent dans un cadre unitaire juste pour stabiliser le pays. Les fondements du pays, nous sommes en train de voir, de regarder, de vérifier, de comparer. Ce qui se passe dans le Facebook peut nous causer un croc en jambe et ça va s'éclater quelque part. Il y a même parfois des photos dans le Facebook qui appellent à une fissuration, qui témoignent de cette fissuration au sein de l'armée. Et je ne veux pas ça personnellement, parce qu'on risque de perdre le pays. Nous avons perdu, nous avons besoin de notre armée. C'est notre armée, c'est pas le Koucha. Nous avons besoin de la police, de la gendarmerie pour stabiliser notre pays. Nous avons besoin aussi un petit peu de rabaisser d'intensité et de voir le nœud gordien de la problématique, c'est que nous n'avons pas d'économie. Les gens ont besoin de logement, de se marier, de manger et de travail, tout en essayant de réformer au fur et à mesure et d'ouvrir l'espace de façon à ce que nos citizens left behind, aucun citoyen algérien, et de façon à ce que, même il y a des évolutions, les gens aspirent à la paix, à l'alternance, c'est bien, tous les courants sont comme ça, c'est fabuleux. Certainement, je suis confiant dans la capacité des gens, même si à un moment donné, je dis, ça peut nous échapper. Mais je souhaite que, ce que je dis, ces gens-là vont vivre. Nous allons les rattraper, même à la 15e minute. Ces gens-là vont souffrir. Ils seront jetés dans la poubelle. Un dernier mot, vous avez prononcé le mot de catharsis tout à l'heure. Oui. J'aime beaucoup ce mot. Une des marques du fait que le peuple est en état de souffrance, je ne dirais pas khawaf, franchement, souffrance. Moi, je dis pourquoi on dit qu'il est devenu khawaf. Non, il n'est pas devenu khawaf, parce qu'il y a des actes comme ça, individuels, qui montrent qu'il sait aussi se montrer à la hauteur dans certaines circonstances. Mais quand on voit qu'on peut tuer 200 000 personnes, d'accord, et décréter que la parenthèse est fermée. Du jour au lendemain, un coup de sifflet. Et que les mêmes reviennent au pouvoir. Et que les affaires reprennent, comme d'habitude.
et qu'il n'y a pas de réaction, ça montre l'ampleur du désarroi de ce peuple. Le désarroi plutôt que khaouf. Voilà. Et en fait, les gens n'ont qu'une peur maintenant, c'est que, effectivement, cette menace de guerre civile, nouvelles de décennies violence, sanglantes, etc., reviennent. Et ça, c'est terrible. Merci Brahim Sunoussi, merci Zoubida Assoul, merci l'Arabie Zouemia, merci Yahya Mkhioba. Nous allons observer quelques minutes de pause où nous allons vous montrer quelques images. Puis nous reprendrons notre émission avec d'autres de nos invités. Merci à vous tous. Merci. C'est la nuit. Une nuit noire, sournoise, emplie d'effroi et de doute. Des bribes lointaines de Zorna sont happées par un fouet de vent. Elles retombent et s'évanouissent. Des pales louves, de cohortes grises patochent dans la boue des joues. Gargouillis visqueux, mastication de choses immondes, bulles qui crèvent en miasme. C'est la nuit. La 64e nuit depuis la veille de l'an 1 de la dignité révoltée. La 64e année depuis cette aurore où s'étaient levés les frères de novembre. La main droite sur le cœur, les yeux rivés sur l'horizon, des promesses. Ils avaient juré à l'unisson qu'ils libéreraient le peuple enchaîné. Ils avaient juré qu'ils uniraient leurs âmes et leurs rêves, leur volonté de faire pour chasser les noirs nuages qui obscurcissaient le ciel de leur vie. Ils n'avaient qu'un mot à la bouche, liberté. Lorsqu'ils enfourchèrent leurs noirs étalons barbes, qui écumaient de fougue bridée, ils jetèrent tous un dernier regard, voilé de pur rosée, sur les femmes et les enfants qu'ils laissaient derrière eux. Ils les quittaient sans espoir de retour, mais ils étaient comme ce vent fertile. Ils allaient semer les graines de la liberté. Ils s'ébranlèrent en une formidable cavalcade. Leurs cris exaltaient le nom de Dieu, mais aussi leur foi en l'homme. Ils allaient vers leur destin pendant que de leurs vieux fusils rouillés tonnait le baroud de l'honneur retrouvé. Sous les sabots de leurs chevaux, équipements, aux crinières échevelées, des incendies s'allumaient qui illuminèrent les vallées ténébreuses. Un jour nouveau, brasier, rose et feu, monta jusqu'aux plus hautes cimes. L'orage que les frères de novembre avaient libéré retentit dans les gorges et dans les geôles et jusqu'aux geôles oubliées, et fit trembler les lourds et rares de l'Ouras et du Ndjajar, les plaines du bas pays et jusqu'aux ergues du Sahara. Des fleuves de douleur se répandirent sur toute la plaine, charriant les jeunes vies arrachées, torrents de larmes et de sang, qui firent se rompre les digues de la peur atavique. Les rangs des cavaliers de l'aube s'étaient disséminés sous les rafales d'acier. Il n'était plus que quelques rares survivants. À chacun de leurs pas tombaient des nuées de jeunes vies, dont la sève généreuse venait gonfler le fleuve de la liberté. Alors, de partout, en un seul et grand élan, se levèrent les cohortes grises,
tout cela dont le cœur était transi de peur, envahi d'incertitude, qui ne savaient plus qui ils étaient, ni ce qu'ils étaient devenus. Ils naissaient à eux-mêmes pour la première fois. Ils se levèrent tous, hommes, femmes, enfants, qui se levaient pour eux. Il leur restait à franchir une terre de brume et de doute. Et une voix résonna alors dans le brouillard. Salam alaikum, Azul. Bonsoir de nouveau. Nous reprenons donc la deuxième partie de cette émission en français sur la célébration du 1er novembre. Ça fait maintenant 64 ans, je le répète, que s'est déclenchée la révolution très emblématique du peuple algérien contre le colonialisme français. Nous donc fêtons aujourd'hui ce 64e anniversaire et avec moi ici sur le plateau, à ma droite, Mourad Dhina du mouvement Rachad. Merci d'être avec nous, Mourad. Nordin Aoussat, universitaire et conférencier. Merci Nordin Aoussat d'être avec nous. Merci à vous. Saïd Khalil, ex-premier secrétaire du FFS. Merci Saïd d'être avec nous. Merci. Et Azdine Zalani, juriste, analyste politique. Merci Azdine d'être avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Surtout. Alors, 1er novembre, nous venons donc de faire une première partie avec 4 autres invités. Nous avons parlé de choses et d'autres, de cette confiscation de la mémoire. J'ai vu que vous y avez assisté, de ce détournement du fleuve de la Révolution à des fins très sordides, hein, pour le moins, dans une attitude collective difficile à comprendre, à un point où on se dit pourquoi les gens se désintéressent-ils à ce point de leur propre mémoire? Pourquoi permettent-ils à de tels gens de se l'être approprié, de l'avoir confisqué, de se servir jusqu'à la mémoire des chouhada eux-mêmes? Nous avons vu tout à l'heure des images de M. Bouteflika qui est allé rendre hommage à Chouhada al-Alia dans un état déplorable, lamentable. Et nous nous posons donc des questions très légitimes. Pourquoi cette léthargie de la société? Pourquoi laisser faire ces gens qui ont confisqué cette mémoire? Et pourquoi? Comment ça s'est fait? Et comment faire pour y pallier, Mourad Dhina? C'est vrai que le 1er novembre restera à tout jamais, je pense, une date importante pour tous les Algériens. On a malheureusement peu l'occasion de relire ce texte. Et je me suis permis de le réimprimer, j'ai bien sûr vu le plusieurs texte de la fois proclamation. la déclaration du 1er novembre. Et on est, à chaque fois qu'on en fait une lecture dans la situation actuelle que l'on vit, on s'aperçoit qu'il y a des situations qui se reproduisent. Il y a aussi une honnêteté dans cette déclaration où d'abord on parle au peuple. À vous, à qui être appelés à nous juger. Ceux qui ont lancé cet appel s'adressent au peuple qui est le seul en fait habilité à les juger. Donc la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de dire que ceux dans le pouvoir actuel qui se réclament ou qui prétendent avoir même l'exclusivité de la représentation de l'esprit de novembre, ils s'en sont départis dès le préambule. Ils ne considèrent ne devoir rien à ce peuple. Ils le considèrent pire comme étant une charge qu'ils doivent, enfin c'est des bouches à nourrir, c'est ce qu'ils disent, c'est la terminologie préférée de nombre de nos gouvernants d'aujourd'hui. Et je pense qu'au moins à travers ce prisme, il est clair que l'esprit de novembre, au-delà de l'aspect un peu folklorique, malheureusement, qu'on utilise, cet événement par certains qui, bien sûr, parlent toujours de la glorieuse révolution de novembre, mais quand on la relit, on voit déjà que le contexte à l'époque n'était pas reluisant, mais que les gens étaient lucides. Ils parlaient de politicards véreux. Dans la proclamation. Dans la déclaration. Oui. Alors, ça nous fait tilt
est-ce qu'on en a encore aujourd'hui? Est-ce que nos politicards d'aujourd'hui auront le courage de dire au peuple, jugez-nous? Jugez-nous, parce que si on veut que cet esprit de novembre soit ressuscité, il faut aller au-delà de la symbolique, mais dire en fait, qu'en avons-nous accompli? Est-ce que les buts qui étaient proclamés, qui sont faits très forts pour l'époque, qui aujourd'hui parlent de l'Afrique du Nord? On en est malheureusement à des situations de déliquescence dans la société, de déchirement, de voix qui sont souvent donc appuyées par le pouvoir. Enfin, quand j'entends des politiciens poussés par le pouvoir d'une certaine classe politique qui disent par exemple que si ma fille prononce une lettre ou un mot d'Amazigh, je la tuerai, et qui est encouragé par ce pouvoir, on se dit en fait, où est cet esprit de novembre qui visait plus que l'Algérie, qui visait l'Afrique du Nord? C'est un document fondateur avec une vision, avec une analyse sans complaisance envers la... Et qu'en est-il resté? Justement, il en est resté malheureusement très peu de choses aujourd'hui, tout au moins au niveau des idéaux. Je pense que tout reste à faire. Tout reste à faire, à commencer à ce que toute la classe politique dise au peuple en toute honnêteté, jugez-nous sur ce qu'on vous propose, si jamais on propose quelque chose. Saïd Khalil. Jugez-nous. Saïd Khalil. Difficile? Oui, bon, mais pour relativiser, quoi. En fait, l'histoire ne se répète pas. Donc, au sortir de 132 années de colonisation, avec le code de la... Bon, moi, je ne sais pas, j'ai la chance peut-être d'avoir vécu un peu, au moins, le déclenchement de la guerre de libération, parce que je suis né en 1949. Donc, j'ai des images, j'ai des images assez nettes, quoi, et tout ça. Mais j'ai des images aussi de la misère vécue par la population. Je sais ce que c'est. En tous les cas, je sais ce que c'est que le colonialisme. Oui. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Je sais ce que c'est. Bon, parce que pour les jeunes de maintenant, c'est une autre époque, c'est le XXIe siècle. Hein. Il y a un ami qui me disait on a vécu 4 siècles. C'est-à-dire, on s'est souvenu des labours avec les bœufs. Ensuite, les camions sont arrivés, les tracteurs. Et puis maintenant, on est dans le post-moderne. Et ça, c'est des données lourdes. Il faut faire avec. Parce que, bon, les temps ont changé. Mais le politique, fondamentalement, il est là, quoi. C'est-à-dire, il faut, en quelque sorte, remettre une souveraineté, quoi, à des représentants, à des gens qui élisent et qui doivent donc réaliser un projet pour cette population-là. Bon, effectivement, il y a c'est pas un écart, c'est un gouffre, c'est-à-dire, parce que, bon, une fois que la guerre de libération a été déclenchée, et puis on en avait débattu dans l'émission Stemazir, avec Mazet et tout ça, parce qu'il y a aujourd'hui cette histoire, il faut comment dirais-je, la décortiquer, la passer au crible, parce que toute guerre c'est pas vrai. Il n'y a pas que les bons et les mauvais. C'est pas aussi manichéen qu'on essaye de nous le... Il y a des victimes innocentes qui ont été tués par leurs frères. Il y a des gens qui ont rejoint le camp adverse parce que poussés par la haine. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est pas aussi simple qu'ils nous le disent. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Bon, parce que lorsqu'on simplifie, on se permet ce genre de discours. Absolument. Tout ça, simpliste, à l'emporte-pièce, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut... En 1962, la population était exsangue. C'est pour ça que les détenteurs du pouvoir, ceux qui ont fait le coup d'État, ont envoyé un message subliminal au Sébastien Barakat. Maintenant, et depuis, on est toujours dans la paix, mais que de recul hein, depuis cette déclaration 1er novembre où ceux qui ont déclenché la révolution s'adressent à leur peuple pour lui dire « Nous allons entreprendre la libération de ce peuple, nous vous demandons de nous juger
À un moment où aujourd'hui, 64 ans plus tard, les responsables qui sont autoproclamés dirigeants de ce peuple sont en train de lui dénier la moindre volonté, et plus encore, comme vient de le dire Mourad, ils nous donnent l'impression qu'ils sont en train de le nourrir. Nous vous avons construit des logements, nous vous avons construit des universités, vous osez encore parler. C'est incroyable, c'est un recul phénoménal. Écoute, Jamel, il y a un continuum depuis 1965, il ne faut jamais le perdre de vue. Jamais le perdre de vue. Nous avons... Mon angoisse, lorsque j'étais à l'université, je me disais, le Boumediene était un jeune président. Est-ce que je vais vivre toute ma carrière? C'est-à-dire, il avait à l'époque une espérance de vie de 30-40 ans. Donc, j'allais faire toute ma carrière sous la botte d'une dictature militaire. Mais finalement, j'étais peut-être naïf, parce que ce qui est venu après, c'est un autre colonel, ce qui est venu après, c'est un général. Et on en est toujours là. Oui. Non, on est toujours là. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a connu? On a connu une petite récréation en 89, en 91, où moi, j'ai vécu cette transition-là. Donc, on a plongé en corps et âme dans cette bataille-là pour être un petit peu, pour ériger ce peuple, lui donner sa dignité, lui donner son honneur, tout ça, et être à la hauteur d'un État moderne, d'une population émancipée. Et bon, on a vu comment ça a tourné. Finalement, c'est vrai qu'à un certain moment, en 1989, après 88, on a eu l'impression que le fleuve avait retrouvé son lit naturel, que nous allions recouvrer notre dignité, notre liberté, notre volonté de choisir nos propres représentants. Et puis, finalement, le continuum s'est remis en place et on a retrouvé les vieilles habitudes du même régime, finalement. Absolument, tout à fait. Donc, le mot a été dit, on en avait parlé à l'occasion de la couverture des événements d'octobre. Si on reprend deux principes, je dirais, ou bien deux projets concernant la guerre de libération, c'était la primauté du civil sur le militaire et l'intérieur sur l'extérieur. Je dirais absolument, et c'est après on revient à novembre 89-92, c'était ça. Ceux qui étaient à l'extérieur sont rentrés à l'intérieur, entre autres Allah yarhamhum, Ben Bella, Aït Ahmed et d'autres opposants, notamment aussi Boudiaf. Donc ils sont rentrés parce que ça se passait à l'intérieur. Et pendant les 3 années, il faut le dire aussi, que le civil avait rivalisé, si ce n'est a pris la primauté sur le militaire. D'ailleurs, le militaire, il a trouvé l'occasion le 11 janvier, il n'a pas raté, et donc il a repris en force. Mais sinon, les 3 années, il y avait effectivement des décisions civiles qui étaient prises au détriment des intérêts militaires. Voilà. Donc oui, cette transition-là... Juste un détail. Boudiaf était venu après 92. Oui, bien sûr, lui après, tout à fait, absolument. Bonne remarque, tout à fait, bonne remarque. Mais sinon, voilà, c'est-à-dire novembre, comme ça a été dit, c'est vrai, il y a eu une confiscation, ça a été dit, dès les premières années de l'indépendance, Farhat Abbas avait écrit l'indépendance confisquée, et il n'est pas le seul, le fleuve détourné, tous ces titres-là sont évocateurs de ce qui s'est passé Tout à l'heure, durant la première partie de cette émission, j'avais posé la question à mes invités pour leur demander où était passée notre intelligentsia, notre université, sur ce plan-là, qui est totalement absente, qui a laissé faire, qui ne s'est pas exprimé, qui continue à ne pas s'exprimer sur cette question. Comment est-ce que vous pourriez l'expliquer C'est plus qu'une absence, c'est une démission. Rachid Mimouni avait, lui aussi, il en fait partie, en grande partie, c'est-à-dire dans une grande part, avait parlé de cette intelligentsia, de ces intellectuels, et les appelle l'Arlésienne. Oui. C'est l'Arlésienne. Tout le monde en parle, mais personne ne l'a rencontré. Mais personne ne l'a jamais vu. Ouais. Les intellectuels algériens en parlent, mais personne ne les a jamais vus. J'avais écrit en 84
13, lettre ouverte aux intellectuels algériens. Elle est pas, je l'avais envoyée au journal Libération, mais malheureusement, elle était trop à charge par rapport à ces intellectuels qu'on voyait défiler ici à Paris dans les plateaux de télévision pour parler de ce qui se passait en Algérie, mais en lui posant les thèses, bien entendu, d'un certain groupe, Bernard-Henri Lévy, Glucksmann, etc., Goupil et les autres. Donc, cette intelligentsia, malheureusement, on ne les a pas laissés s'exprimer. Hein, c'est-à-dire Quoi, ils attendent qu'on les autorise à s'exprimer? Non, c'est pas ça. Il y avait deux choses. C'est-à-dire, vous avez trois choses en Algérie. Soit l'exil, soit l'exil, comme l'ont fait certains, soit ceux qui sont restés à l'intérieur épisodiquement, c'est-à-dire à des occasions, faire un manifeste, écrire un tract, prendre une position commune, comme l'avait fait Dahlab, Kiwan, Sibn Khadda, etc., à des occasions, à des moments. Donc, c'est aussi de l'intelligentsia. C'est tous des universitaires et ils ont des écrits et tout. Mais sinon, nos intellectuels qui devaient, je dirais, faire vivre l'esprit de novembre et surtout le sacrifice de novembre, le seul, je dirais, l'intelligentsia, c'est la guerre du cartable, ceux qui ont déserté les lycées et les universités pour rejoindre le FLN. Et depuis cette année-là, on n'a plus de gestes grandioses de la part des intellectuels et de l'intelligentsia algérienne. Sur ce même sujet, en 1954, les moyens d'expression, les véhicules de l'information, les vecteurs, ils étaient quasiment inexistants. Hein. Ronéo, petit dactylo. Aujourd'hui, avec les moyens qui sont à notre portée, à la portée de n'importe quel kidam, il y a de quoi. D'ailleurs, on dit que le monde est devenu un village. En temps réel, à l'instant, vous pouvez vous faire entendre aux antipodes. Qu'est-ce qui explique cette totale démission à un moment où les moyens sont à profusion? Oui, vous pouvez l'appeler démission, mais enfin, ça dépend. C'est noir ou blanc, c'est à quel angle on peut se prendre. Mais pour vous contredire, vous contredire, c'est en fait, ce n'est pas dire le contraire de ce que vous dites, parce que ce que vous dites est un fait palpable. Mais pour pouvoir relativiser les choses, prenons un exemple. La Révolution française, tout le monde en parle. Oui. La déclaration de 1789, c'est devenu une déclaration universelle, adoptée par l'ONU. Quelques années plus tard, après, ça a été au départ par les États-Unis eux-mêmes, et puis par l'ONU, et puis par tous les peuples maintenant, et dans toutes les constitutions, et dans le droit, n'est-ce pas, et dans les traités internationaux. Mais cette Révolution française, premièrement, elle a été sanguinaire, tout le monde le sait. Deuxièmement, la déclaration elle-même, ce mouvement, cette révolte, etc., au-delà des faits sociologiques que tout le monde connaît, le changement révolutionnaire, etc., par rapport aux classes, c'était une minorité d'une minorité d'une minorité qui a rédigé et qui a pris position à ce moment-là. Contre la royauté, contre tout cela. Le peuple français de l'époque, les 10 millions d'habitants que constituait la France de l'époque et qui était une France rurale, n'étaient même pas au courant de ce qui se passait. Ils ne savaient pas que leur pays faisait partir. On dit que c'était la révolution de la bourgeoisie contre. Oui, mais bon, ça c'est plus tard. La royauté. Mais est-ce que la population française, je veux dire, le peuple français, auquel vous parlez, le peuple français, oui, mais du peuple. Là où moi je voulais voir venir, j'y arrive. C'est que cette révolution française, sanguinaire et tout ce que vous voulez, mais les intellectuels en parlent. Ils ont apaisé le débat. Ils vont dans les moindres recoins. On vous parle de Robespierre, on vous parle de Marat. J'y arrive. Alors que chez nous aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple. Les harkis, par exemple. Les gens prennent les harkis de façon manichéenne. Les harkis, c'est noir. Les moujahidines, c'est blanc. Alors que ce n'est pas le cas. Il y a autant de harkis, autant d'histoires qu'il y a de harkis. Il y a autant d'histoires qu'il y a de moujahidines. Il y a des choses à dire. Mais on n'y va pas parce c'est érigé en tabou. Je suis d'accord avec vous. Et c'est là où je voudrais que vous me répondiez. J'ai pris l'exemple de la Révolution française et vous avez bien fait de dire plus tard, aujourd'hui, plusieurs années plus tard, des philosophes, des écrivains, des politologues et autres, etc., ont critiqué la Révolution française dans ses côtés sanguinaires, etc. Et ils ont attiré l'attention que à ce moment-là où on parlait des droits de l'homme, l'esclavage était au fait de ça. Absolument.
de sa puissance, je veux dire, de sa reconnaissance. La pratique. colonisation a commencé avec ses crimes et tout ce qu'on sait, Absolument. la dépossession coloniale, la dépossession du monde, pas simplement de certains peuples, mais de la planète, par, entre autres les Français. Ça s'est fait sous l'égide des principes de la Révolution française, etc. Et tout ça a été effectivement, comme vous le dites, quelques années ou quelques dizaines d'années plus tard, relu et critiqué, Absolument. etc., pour relativiser les choses. Oui. Le temps n'est-il pas venu maintenant, 60 ans après? Et pourquoi maintenant? J'essaierai de le dire. D'avoir une vision critique. Critique, ça ne veut pas dire négative, ça ne veut pas dire destructive, ça veut dire une vision... Aller au fond des aller au choses. fond des choses de la déclaration de 54, les suites de la guerre de libération, ce qui s'est produit pendant ce temps-là, et qu'on a essayé plus ou moins de cacher pour garder une certaine, cohésion populaire ou je ne sais plus quoi, mais qui a servi finalement au totalitarisme. Oui. Pour ne plus, premièrement, notre génération à nous, qui est intermédiaire, parce que si on parle maintenant aux jeunes, aux véritables jeunes, ils ne veulent plus entendre parler de la guerre de libération. Ils ne veulent plus entendre Parce parler. qu'ils en ont été gavés dans le mauvais sens. Ils ne veulent plus entendre parler. Alors, nous devons apporter notre témoignage en tant que génération intermédiaire. Sinon, ce sera le retour du bâton. Mourad Dehna, l'histoire n'est pas apaisée. Pardon, monsieur Benchouf, plus tard, Oui. Développer sur des points précis Oui. ce que je veux dire, c'est-à-dire cette manière de revoir l'histoire de la guerre de libération et les suites de ce qu'on a appelé l'indépendance, en prenant quelques points Bien sûr. précis, Bien comme sûr. ceux que vous avez cités Bien ou sûr, d'autres. bien sûr. Mourad Dehna, aujourd'hui, vu des deux côtés, vu du côté de l'ex-puissance coloniale, quand on parle de cette période, on ose encore parler du côté positif du colonialisme, du rôle de civilisateur de l'occupation. On élude certains points atroces, comme les enfumades, les grands carnages, les dépossessions, les bannissements vers des terres très lointaines. Côté algérien, on ne parle pas de ce qui fâche, on ne parle pas de Mellouza, on ne parle pas de la Bleuite, on ne parle pas de la liquidation de chefs historiques, de tas de choses qui sont mises sous le tapis. Alors, d'après vous, comment faire pour pouvoir d'abord en parler de façon apaisée, sans nous sauter à la gorge, et qui devrait le faire? À travers quoi une telle initiative pourrait-elle venir? Eh bien, écoutez, dans tout ce genre de situation, ce sont ce qu'on appelle, ce que vous avez appelé les intellectuels. Mais l'intellectuel, pour qu'il puisse s'exprimer, a besoin déjà d'un minimum de liberté, de courage, d'ancrage dans la société. Et c'est exactement le contraire de ce qu'a voulu imposer le pouvoir algérien à l'aube ou même avant l'indépendance. Les personnes sont les mêmes. Le président actuel est membre d'un des clans qui se livrait bataille pour prendre le pouvoir. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure représentation de cette volonté d'occulter, de s'accaparer la mémoire nationale que par un acte que personnellement je n'ai jamais compris. C'était quoi le côté rationnel derrière, s'il y en avait un, d'inscrire dans la constitution algérienne que l'écriture de l'histoire revenait à l'État. C'est une aberration. L'État ne peut pas écrire l'histoire. L'État est parti. L'État était une succession de gouvernements, de gouvernants qui ont des intérêts politiques clairs, qui ont des affinités, qui ont une histoire. Je ne peux pas dire au président algérien d'être le garant d'une écriture de l'histoire dans laquelle il est lui-même partie prenante. Absolument. Donc, indépendamment du degré de déviance dont on peut l'accuser ou pas. Mais il ne peut pas s'octroyer ce rôle-là. Et ironie du sort, si on peut parler d'ironie, juste avant de venir dans cette émission, je suis allé voir le message à la nation de Abdelaziz Bouteflika diffusé hier. Juste pour voir où est l'esprit
d'un homme d'État qui est censé représenter l'esprit de novembre et donner un rêve, un espoir aux Algériens. Alors bien sûr, il nous cite le nombre d'écoles, d'universités, de logements qu'il a construits depuis 19 ans. Quand vous dites qu'il nous cite, il nous dit, mais ce n'est pas lui. Bon, mais vous apportez de l'eau. N'entrons pas dans ces détails. Non, mais nous y entrons parce que, Mouradena, vous procédez vous-même d'une vaste tromperie à votre insu, peut-être. Peut-être, mais moi je prends les choses au premier degré. D'accord. C'est l'APS, ce n'est pas un journal de quartier. Mais vous savez très bien que ce n'est pas lui. C'est un autre débat. Je veux juste aller dans un problème encore plus grave, c'est-à-dire le premier responsable garant de la Constitution. Il nous cite parmi ses grandes réussites, les logements, etc. Et il dit qu'il a aussi réformé l'appareil judiciaire. Alors, aujourd'hui encore, en Algérie, nous n'avons pas de pouvoir judiciaire. Nous avons un appareil. Et ça en dit long sur comment est-ce que perçoit le premier responsable de l'État algérien de fait de la notion d'État. De la séparation des pouvoirs, de l'indépendance de la justice. Donc, je pense que poser ce genre de questions est très pertinent, mais ça dénote. Je pense que nous ne pouvons pas avoir une décriture objective, critique, comme mes collègues l'ont bien cité, dans la mesure où nous n'avons pas d'intellectuels indépendants, dans la mesure où un ministre de l'enseignement supérieur dit, c'est quand même ça, c'est un petit peu l'intellect, c'est la recherche, c'est l'intelligence. Nous n'avons qu'allons-nous faire avec des prix Nobel en Algérie. Donc ça résume tout. Nous n'avons pas besoin d'intelligence. Nous avons Fahametho qui nous explique ce que c'est que novembre. Nous avons un appareil judiciaire et tout est beau, tout est rose et on vous a construit 2 millions de logements. Et pour apporter de l'eau à votre moulin, sur cette séparation des pouvoirs qu'on insulte à tout vent, le président de l'APN, celui qui a été débouté, avait déclaré publiquement, du haut de son pupitre, que si le président de la République, qui l'avait nommé, lui demandait de partir, il partirait. Quelque chose me dit que vous voulez rebondir sur quelque chose. Oui, sur l'intelligentsia, au fait. D'abord, disons les choses. Dès le départ, je dirais même pendant la guerre de libération nationale, il y a une posture anti-intelligentsia. La Bleuite, par exemple, oui. Un rapport. Et puis c'est lié aussi au mouvement national, populiste, etc. Il faut dire que par rapport à l'attitude des élites lettrées... Une société profondément rurale... par rapport aussi aux élites de l'UDMA ou de Jamaat al-Ulama, etc., qui étaient pour une autre approche, etc. Et dans le PPA, c'est tranché, c'est net, il faut aller au charbon. Et cette attitude-là est restée. Sinon, il faut définir d'abord un intellectuel. Un intellectuel, c'est, disons, une personne qui a une vision du monde, qui a une capacité de se projeter dans l'avenir, etc. Moi, lorsque j'ai lu une fois un livre de Derwish, Regard mutilé, j'étais quand même étonné du nombre de fois qu'il a cité Mohamed Harkoun, qui est interdit qui a été interdit d'expression chez lui. Chez lui. Oui. Donc, on se rappelle tous en mouvement en 80, la polémique, ou plutôt les journalistes, comment dirais-je, qui ont été téléguidés pour tomber sur Mouloud Amri. Et tout ça pour le dénoncer, etc. Donc il y a, en fait, pour les rares universitaires, les esprits brillants que nous avons, ils ont été marginalisés. On m'a raconté que Mohamed Dieb a demandé une maison de culture, un cours. Non, on lui a répondu que vous n'avez pas le diplôme requis. Donc, alors, et on peut citer comme ça le statut qu'on a réservé à Sia Djoubar, qui connaît Ahlam Stranmi chez elle, elle est vendue à des millions de tout ça, elle n'est pas connue. Mais Saïd Khalil, est-ce que les intellectuels doivent attendre qu'on leur fasse l'aumône, la faveur de pouvoir s'exprimer? J'en arrive. Donc, ensuite, il ne faut pas quand même jeter la pierre. Il y a
des universitaires qui se battent. Je citerai Nasser Djabi, je citerai Djerbel et d'autres, Harbi et tout ça, qui ont essayé, chacun dans son domaine, de défricher, de faire une lecture critique sur la société, sur notre histoire. Mais c'est d'un élan collectif que nous avons besoin, pas de l'expression de quelques universitaires isolés qui sont pour la plupart... Jamel, je ne sais pas depuis combien de temps tu as quitté l'université algérienne. Moi, ça ne fait qu'une décennie. Voilà. Donc, on n'a pas d'université. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, une garderie ou plutôt une administration qui distribue des diplômes en dehors de l'enseignement technique. Parce que si vous êtes médecin, on va vous apprendre à traiter une diarrhée ou à opérer un genou. Au fait, c'est des connaissances, j'allais dire, mécaniques et tout ça. Mais vous pouvez demander à nos universitaires est-ce qu'ils ont lu un roman de Mohamed Dib ou là, est-ce qu'ils ont lu J'en doute. Non, je ne généralise pas. Oui. Je ne dis pas qu'il n'est pas... Mais c'est un état général, c'est une situation qui a fait qu'on a désertifié, on a fait déserter la connaissance, on l'a sorti de... C'est pas étonnant qu'aujourd'hui, certains cafés littéraires en Kabylie vont traiter de questions littéraires ou sociologiques ou autres qu'on n'envoie pas à l'université. Est-ce qu'il y a des débats à l'université? Est-ce qu'il y a des conférences? L'université est prise en otage par une bureaucratie, par des recteurs nommés comme on nomme un chef d'aïra, comme on nomme tout ça, et qui mettent sous le noir toute velléité d'expression libre. Mais Nordin Aoussat, est-ce que cela a été fait exprès ou est-ce que c'est juste le fruit de l'incompétence ambiante, généralisée, systémique, ou est-ce que cet assassinat délibéré de l'université algérienne a été perpétré de façon voulue, délibérée? Je ne pourrais pas dire qu'il y a un plan réfléchi, pensé de détruire l'université algérienne, mais quand vous avez des gens qui n'ont pas, je dirais, d'aspiration, qui n'ont pas déjà le patriotisme, c'est-à-dire l'amour de la patrie, parce que c'est ça le point de départ. Parce que si on reprend, puisqu'on est toujours dans l'esprit de novembre, les gens qui ont déclenché la guerre de libération, ce n'étaient pas tous des universitaires. Mais ils avaient une conscience nationale, ils avaient un amour de la patrie, ils avaient une ambition et surtout une volonté. Si tel était le cas en Algérie, chez les responsables, ils auraient été des gens qui seraient derrière les intelligents pour les encourager à écrire, pour les encourager à produire, les cinéastes. Vous vous rendez compte que là c'est de l'actualité, un film, le seul film sur l'Arbi Ben Mehdi, depuis levée de bouclier général. Depuis l'indépendance, le seul film. Alors qu'on aurait dû faire des dizaines de films sur l'Arbi Ben Mehdi, comme la France fait sur Jean Moulin ou d'autres héros sur De Gaulle ou autres. Le seul film, à peine, ça y est, le bouclage, montage, il va sortir. Finalement, problème. Il y a 50 points sur lesquels les faits historiques les contredisent et voilà. Donc finalement c'est le ministère des Moudjahidines qui reprend la main et le ministère de la Culture sur le film. Interdit de le laisser sortir en l'état, il faut qu'il revoie sa copie. Donc pour l'instant, si on veut, Dieu merci, et on est dans la période du Salon international du livre d'Alger, le SILA, le 23e, qui va se poursuivre jusqu'au 9. Moi, j'étais à Alger hier. Donc, il y a des livres. Donc, moi, j'invite les Algériens, les jeunes notamment, à aller au salon. Il y a des éditeurs, Dieu merci, au moins depuis maintenant une bonne, disons, trentaine d'années, pas avant, mais les éditions d'Ahlab, ça fait quand même une bonne trentaine d'années. Les éditions Shihab, ça fait à peu près un quart de siècle, qui éditent des livres, des mémoires, et on en est encore là. Et je suis très content, je dirais, quand je visite et je vois cet engouement de la jeunesse autour de ces livres sur la guerre de libération. Il faudrait, si la seule, malheureusement, fenêtre qui
restent pour découvrir un tant soit peu ce qui s'est passé, mais on n'attend rien des films, on n'attend rien de la presse malheureusement, et encore moins de la télévision, de la radio qui malheureusement, il y a le monopole de l'État. On ne dit pas ce que les gens devraient savoir de ce qui s'est passé. Je ne sais pas si j'ai raison d'insister sur ce rôle supposé de l'université dans notre mémoire. Pourquoi j'insiste tant, mais moi je le ressens comme ça, que pas seulement pour la mémoire, que l'université devrait être l'avant-garde, faire de lance de tout ce qui concerne la situation d'un peuple lorsqu'il est dans une situation aussi désespérante. Ouais. Mais nous allons écouter un petit extrait d'un nashid et nous allons revenir à Azdin Zalani qui veut s'exprimer sur des points en particulier. Azdin Zalani, vous vouliez vous exprimer sur des points en particulier. Oui, oui. Déjà, au point de vue terminologique, la question, on traite, on parle parfois, souvent, donc, de décolonisation, et parfois d'indépendance ou de guerre d'indépendance. On dit guerre de libération et guerre d'indépendance. Guerre de libération, guerre d'indépendance, et on parle aussi de décolonisation. Dans ces termes-là, on retrouve aussi, finalement, ce qu'on voit. Il y a ceux qui voient les années 50, 54, 62, comme une œuvre de chasser le colon, et bien entendu de le remplacer. Décolonisation. C'est comme ça qu'est la vraie décolonisation. On va chasser le colon, et ça s'arrête là. Et bien sûr, on va prendre au colon ce qu'il a. Pas pour tout le monde, pour ceux qui s'érigent en... Voilà. Alors maintenant, pourquoi ne pas traiter de cette question? Mais auparavant, je prendrai un petit peu pour des choses. Ben Boulaïd, déjà, quand il était en prison, à la période de sa condamnation à mort et avant son... Constantine. À Constantine et avant, disons, comme il est admis de le dire, son évasion, entre guillemets. Boulaïd aurait écrit, parce qu'il a pris conscience un peu de ce qui se passait dans la wilaya 1, il a écrit à Karim Belgassem un courrier. Malheureusement, qu'il ne lui est pas parvenu. On sait que Ben Boulaïd et Karim étaient très proches de Messali. Oui. Parce que c'était des PPA. Oui. C'est là où ils ont été formés. Oui. Et apparemment, Ben Boulaïd a vu la dérive, a commencé. La dérive, l'infiltration, etc. Et déjà en 1955. Déjà. Déjà, oui. Premièrement. Ben Mehidi. Allez, donc on ne peut pas s'attarder là-dessus. Non, mais déjà, à l'époque de Boulaïd, en prison, en 1955, à Constantine, alerte quant à la déviance, que ce soit dans les horaires de la Wilaya 1, là où il y avait le principal combat à l'époque, ou bien entendu ailleurs. Bien entendu ailleurs. Et il a écrit à Karim Belgassem, qui était son coéquipier, j'allais dire, dans l'histoire, dans l'aventure de 54. Qui, on le sait très bien, les horaires... Quel genre de déviance? Régionalisme? Non, c'est pas leadership, des régions montagneuses. Oui. Qui ont été peu pénétrées par les colons, oui. comme par exemple dans les plaines de l'Ouest ou du centre, et qui n'étaient pas riches. Ben, elles n'étaient bien sûr pas... C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de colons. Oui. Et pour sortir de cette histoire, parce que ça se passera quelque part, que ce soit ici ou ailleurs, le 54 n'a été que la suite des autres révoltes et guérillas qui sont étendues dans tout le territoire du pays, que ce soit au sud d'ailleurs, y compris au sud, dans les hauts plateaux, dans l'ouest algérien, etc., dans l'Ouarsini, et tout cela. Loin de ça. Deuxièmement, dans ces régions-là, en Kabylie et dans les Aurès, il y a des gens qui sont venus de l'ouest pour mourir. Et leurs tombeaux existent encore dans les Aurès. Ils sont morts, ils sont venus de l'ouest, ils sont venus de toutes les régions d'Algérie pour mourir en Kabylie, pour mourir. Il n'y avait pas cette histoire-là. Il y avait des Kabyles qui sont morts dans les Aurès. Et des Aurésiens, des Chaouis qui sont partis dans le nord constantinois pour 55, qui sont morts dans le nord. Il n'y avait pas de régionalisme à ce moment-là. Seulement, ils ont divisé pour des raisons pratiques, sociologiques aussi, géographiques, l'Algérie, avec une certaine autonomie, bien entendu, et tout cela. Ce que le congrès de la Soumam a confirmé d'une certaine manière, cette histoire de wilaya, du département, etc. Et actuellement, on voit que certains mouvements politiques revendiquent
de travailler sur cette base des wilayas pour aller vers une sorte de régionalisation ou de fédéralisme ou autre, comme ils l'appellent, c'est-à-dire au niveau administratif, le partage du pays. Ben Mehdi, on parle du film, on ne parle pas des causes fondamentales de son assassinat, de son arrestation. Tout le monde sait qu'il a été vendu, Ben Mehdi. Oui, mais... Et personne ne parle. Donc on fait sur Ben Mehdi un film et on n'ose pas aborder les causes peut-être directes. Parce qu'on ne peut pas accuser des gens sans preuve. On ne peut pas accuser. On ne peut pas accuser des gens sans preuve. On peut au moins... voilà. À partir du moment où on ne peut pas accuser, le problème des films se pose. À partir du moment où on ne peut pas dire que Ben Boulaïd a été vendu, que la bombe qui a été explosée, que Ben Boulaïd n'est pas un nerviste pour aller ouvrir une bombe comme ça, pour se faire exploser. Lui qui a toujours dit qu'il faut faire attention. À partir du moment que Ben Mehdi, qui est passé par tous les problèmes de la clandestinité, se retrouve piégé par hasard dans son appartement, etc. Par hasard, entre guillemets. Si on ne peut plus parler de ce que vous voulez cela... dire que la révolution a été, à son départ... C'est normal. C'est normal. Que font les Français? Dévoyé. Les Français ont connu ce pays mieux que les Algériens et mieux que ceux de 54. Parce qu'ils avaient l'administration, ils avaient tout. Ils connaissaient qui. Ils nous connaissaient mieux que nous-mêmes. Ils nous ont étudiés, ils nous ont analysés à tout point de vue, les langues, les dialectes, les traditions, et bien entendu, les hommes infiltrés ou pas, etc. Ils connaissaient tout cela. Et c'est pour ça qu'ils ont pu infiltrer très facilement cette guerre, cette révolution. Et c'est pour ça qu'il y a, dans cet élan qui a été fait en 54, beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Ce volontarisme de 54 nous a amené, premièrement, il faut oser vers un massacre de la population civile. Parce que sur quelques milliers de héros, de combattants qui étaient dans les montagnes, il y a eu un massacre à grande échelle des populations civiles algériennes. Les bombardements, Par les ratissages... par tout autre usage. Les populations algériennes ont été massacrées et regroupés, chassés de leurs terres. Mais ce qui est venu après, ce que nous vivons aujourd'hui, cette même mise sur la révolution, cet accaparement, est-ce que ça vient de ce que vous êtes en train de... C'est aussi l'une des erreurs, on ne va pas leur reprocher, mais ils ne sont pas non plus comment dirais-je, des prophètes ou des... Ils ne sont pas irréprochables, mais pas à ce point. Pas au point de faire dégénérer une révolution de fond en comble, en faire un objet personnel. Je suis connu pour ne pas être spécialement un messaliste, mais Messali a bien dit, lui, du haut de son autoritarisme, non, c'est pas le moment, non, c'est pas comme ça. Et finalement, c'est ce qu'on a vu. Un volontarisme dans la guerre, par des moyens dérisoires, qui a finalement abouti à une indépendance qu'on connaît. Est-ce que c'est vraiment une indépendance ? Donc il y a eu une décolonisation, les colons sont partis, avec peut-être un sifflet de la France, n'est-ce pas? Et avec eux aussi les autochtones, c'est-à-dire la population juive d'Algérie particulièrement, et ceux qu'on appelé les Harkis et autres, etc., une partie d'entre eux, du moins. Et le résultat, c'est quoi? C'est simplement une décolonisation, c'est-à-dire que les terres, principaux problèmes du litige, parce que dans l'esprit des Algériens, l'indépendance, c'est récupérer les terres prises. Les terres agricoles, parce que c'est ça, que les colons ont pris. C'est ça la décolonisation. C'est récupérer les terres dont on a été dépossédés. Voilà, dont on a été dépossédés. Et du coup, on a placé des populations, dans la Métidja par exemple, et un peu partout, des populations qui n'étaient pas agraires. On a ramené des hauts plateaux algériens, des gens qui connaissaient très bien ce qu'était un mouton, ce qu'était l'élevage, mais qui ne connaissaient pas pastoral. Ils ont ramené des pastoraux, une civilisation pastorale. On leur a donné des terres dans la Métidja qu'ils ne savent pas. Laissez-moi terminer, si vous permettez. Et on les a laissés là sans leur donner le titre de propriété. C'était le bénéficiaire de la révolution dite agraire, ou la dite révolution. Avant qu'une génération plus tard, ces terres de la Métidja, ou d'ailleurs, soient partagées par ces gens-là qui ont déjà calculé leur... Justement, vous m'y amenez tout naturellement. Azdine Jalani parle de cette vision de la décolonisation par juste le réaccaparement de ce qui a été pris par les colons. Or,
et là c'est un point assez douloureux, c'est qu'à l'époque, les symboles du colonialisme, à ces environs-là, aux environs des années 50, c'était les domaines bourgeois, dit la Trappe, c'était Schiaffino, c'était le Blacher dans la presse. Mais Bourgeot, c'était réellement le symbole des symboles. Or, aujourd'hui, la Mitidja, notamment le domaine bourgeois, la Trappe, a été accaparé par des généraux sauveurs de la République. À ce point-là que ces gens se réapproprient non seulement la mémoire collective, mais même les terres des colons, les terres directement. Je pense qu'il faut faire la part des choses et ne pas tomber dans le risque de laisser croire aux Algériens, surtout aujourd'hui, surtout ceux de ma génération. Déjà, moi, je suis à cheval. Je n'ai pas eu à vivre, comme peut-être c'est ça être, et Dieu merci, sous un régime colonial. Il faut faire la part des choses. La révolution algérienne, assez tard, il y a eu des conflits de personnes, des conflits d'ego, d'organisation, qui sont connus dans une large mesure, peut-être pas assez étalés, pas assez explicités aux Algériens, mais je pense qu'il faut aussi être clair et aussi intraitable sur un point. Il ne faut en aucun cas laisser par notre discours croire que la décolonisation a été peut-être pas une bonne chose. Moi, je pense que le colonialisme est une aberration. Je ne pense pas que... Non, je ne dis pas que c'est ce que... Ce n'est pas ce que vous vouliez dire. Non, les choses soient claires. Voilà. Donc, quand je visais l'armée des frontières, et l'armée des frontières... Là, on est tout à fait d'accord. N'est pas une armée de libération. Absolument. D'accord. N'est pas une armée de libération. Elle est restée en Tunisie ou... Exactement. Et elle s'est emparée du pouvoir, tout le monde le sait. Oui, là, il y a... etc. À un moment donné, mais c'est... Bokharouba n'est pas la haleine de la guerre de libération. Nos parents, et nous sommes des fils de combattants et de martyrs. C'est exactement ce que nous avons l'obligation de dénoncer ceux qui ont détourné, volé le combat de nos parents. Absolument. Mais c'est exactement sur ce point que je voulais rebondir. Donc, c'est bien que vous l'ayez clarifié parce que, si vous voulez, la chose est sensible. Il faut dire d'une façon claire et sans aucune ambiguïté que le colonialisme est une énormité, est une atrocité, et que moi, en tant qu'Algérien aujourd'hui, je ne m'imagine pas vivre une seconde sous un régime colonial. Que les choses soient claires. Avec tout ce qui s'est passé après l'indépendance, avec toutes les dérives, l'autoritarisme, la dictature, la guerre civile, etc., il faut raison garder sur ce plan. Alors, bien entendu, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, quand on analyse les choses, les hommes, les gens, ce qu'ils ont fait, etc., il faut aussi ne pas prendre de gants pour dire les quatre vérités. Donc, sur ce plan, et ce qui est intéressant, en revenant encore à la déclaration du 1er novembre, c'est qu'on voit que même ces jeunes, en fait, qui ont rédigé cette déclaration avec une certaine radicalité dans l'option qu'ils ont choisie pour aboutir à cette décolonisation, ont laissé une porte grande ouverte à la France. Il y a tout un paragraphe où ils disent que nous souhaitons qu'il y ait d'abord une négociation en garantissant les droits aux citoyens français qui pourraient rester français s'ils le désirent ou devenir citoyens algériens. Donc ils gardaient quand même, je pense que c'était quelque chose de très intéressant, ils parlaient de liberté individuelle, fondamentale à tous les citoyens. Il y a même des choses au XXIe siècle qu'on ne dit pas, c'est-à-dire qu'ils parlaient au-delà des races et des religions. Je pense qu'on ne peut pas parler de race parmi les humains. Oui, nous sommes une race unique. À l'époque, ce n'était pas encore exactement. Bon, c'est une question étymologique. Ouais. Mais ils acceptaient cette diversité. Donc, c'est déjà quelque chose de très fort. Et vis-à-vis de ça, nous avions quand même une puissance coloniale qui reste d'une atrocité, d'une violence rarement connue dans cette région du monde, tout au moins.
Hein, donc peut-être il y a eu pire en Amérique, ou l'extermination des Indiens ou des Amérindiens, etc. Mais dans cette région du monde, je pense que ce qu'a fait le colonialisme français, surtout sur le plan, disons, du travail théorique en amont qui a été fait, par tout ceci, ça a été revendiqué par justement des intellectuels français qui se targuaient d'avoir cette mission, entre guillemets, civilisatrice, qui trouvaient normal de décapiter des Algériens, de les enfumer, voilà, de détruire un peuple, et c'était revendiqué comme étant cette mission-là. Alors, moi, je pense que là, il faut absolument, j'insiste sur ce point, qu'on est tout à fait d'accord que l'armée des frontières a usurpé le pouvoir. Cette armée, en fait, elle a combattu qui? Elle n'a pas combattu la France, elle a combattu des Algériens seulement. Il faut dire les choses sur un plan militaire. Elle a fait des centaines de morts. Et autre chose, moi je pense qu'il faut désacraliser, c'est très important sur un plan politique, parce qu'aujourd'hui nous avons encore ce problème de la primauté du militaire sur le civil qui existe de nos jours. Le pouvoir est toujours d'essence militaire. C'est que en fait, l'armée ou le militaire pendant la révolution armée a été battu militairement. Oui. Il faut le dire. Oui. Militairement, nous n'avons pas chassé la France par les armes. C'est à partir de décembre 60, quand le peuple est descendu, donc avec les drapeaux, 11 décembre, et le 11 décembre, que là, la France, de Gaulle, ce que vous voulez, a compris que bon, le cours de l'histoire est arrivé à tel point, on commençait déjà à parler des droits politiques, des droits des peuples à autodétermination, c'était fini, on ne pouvait plus garder l'Algérie dans le giron de la France. Absolument. Mais ce n'était pas par la force des armes. Absolument. Donc qu'on ne vienne pas me dire que ce n'est pas vrai. Oui. Ils ont pris par les armes le pouvoir à leurs frères algériens. C'est-à-dire que vous avez raison, pas à la France. Vous avez raison à partir des opérations Chal. Oui, oui. Les lignes Maurice et les opérations Chal qui ont complètement démantelé l'ANP de l'intérieur. Et d'ailleurs, Morad, ces opérations Chal et les lignes Maurice ont permis à l'armée des frontières, opérations jumelles, qui sont pierres précieuses, qui ont permis à l'armée des frontières de rentrer en terrain conquis. La question que je voulais... Juste une petite question, très bête. Oui. De Gardemao, par exemple, jusqu'à Alger. Oui. Mais ce n'est pas une idéale, parce qu'ils sont descendus, disons 600 km, 700 km. Camions, militaires et autres, etc., des gens avec des treillis neufs et tout. Oui. Je pose juste une question. Qui a fourni le gasoil à ces camions? Les autoblindés, et qui a permis à l'armée des frontières de rentrer alors que c'était convenu qu'il pourrait pas qui leur a fourni cette intendance? Et particulièrement la question que je voulais poser. Est-ce que vous voulez rebondir sur quelque chose? Il faut aller très vite parce qu'il reste 3 minutes. Pas de souci. Alors, comment faire pour pouvoir aller vers une situation réellement apaisée où nous pourrions parler de nos vrais problèmes, de tous nos problèmes. Les problèmes des Harkis, des problèmes de la Bleuite, des problèmes de Mellosa, des problèmes de la liquidation des leaders historiques, de Moujahidine, des règlements de compte, des histoires du Caire. Comment faire pour pouvoir y aller, mais sans pour autant nous entredéchirer? En fait, je voulais rebondir sur le 1er novembre. 1er novembre, on occulte une date qui est aussi importante et je pense que la rupture définitive entre les populations, il faut le dire, parce que même la population européenne avait choisi son camp, mais la stratégie c'était cela, c'est pousser chacun vers l'extrême pour qu'il y ait une rupture définitive entre les deux communautés, soit du côté félin ou du côté ultra, tout ça. C'est le 8 mai 1945. Oui. Je me rappelle, il y a un témoignage, un très bon documentaire qui relate une Française qui a dit « J'ai vu dans leurs yeux que c'était fini, c'était terminé ». Donc, en fait, 1er novembre, il n'y aurait pas eu 1er novembre 54, il y aurait eu peut-être 1er novembre 60 ou je n'en sais rien, mais c'est inéluctable. C'est-à-dire le cours de l'histoire, la violence accumulée et tout ça, c'était anachronique. Le peuple algérien était condamné à réagir et condamné à se révolter d'une manière ou d'une autre. Mais l'histoire s'est passée comme ça.
On ne le refait pas. Donc, au fait, pour rebondir à l'importance de l'intellectuel, au fait, De Gaulle, lorsqu'il a décidé d'aller vite vers la négociation et l'autodétermination, il n'a pas décidé tout seul. Il a demandé l'avis de ses intellectuels. On cite le cas d'Aaron, etc., qui lui a dit il n'y a pas 36 hypothèses. L'Algérie de papa, c'est terminé. Si vous croyez encore rester en Algérie avec tous les privilèges, les Fatma et tout ça, c'est terminé. Les Algériens ont pris conscience, se sont réveillés une bonne fois pour toutes. On ne peut pas les revenir, l'histoire ne revient pas en arrière. Vous voulez maintenant qu'il y ait égalité, émancipation, l'Algérien ou le Français, c'est la même chose, tout ça. Il faut accepter qu'un jour, l'Élysée, à l'Élysée, s'installe, comment dirais-je, un Algérien, quoi, voilà, un Algérien, en fait, voilà. Donc, ça, évidemment, c'est inacceptable. C'était inacceptable. C'est bien De Gaulle qui a parlé de Colombey et de mosquées. Colombey et de mosquées. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'indépendance en négociant, en essayant de sauvegarder ses intérêts. Et c'est De Gaulle qui disait la France n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Oui. Donc, de leur côté, c'est clair. Donc, c'est un État, un vieil État. Donc, il a su gérer, il a su tirer son épingle, oui, et maintenir et préserver ses intérêts. Voilà. Quant à nous autres, évidemment, il ne faut pas perdre de vue qu'après la colonisation, on est sorti exsangue. Je me rappelle des manifestations, moi j'ai l'âge pour me rappeler, c'est une baraquette. C'est comme ça qu'on a manipulé la population pour faire taire les divergences. Pour permettre à l'armée des frontières de prendre le pouvoir. De prendre le pouvoir. Et depuis son installation, on dit, moi je me rappelle pour l'histoire en 1985, les enfants de Chouada ils venaient de créer leur association à l'époque, et ils ont voulu participer à l'écriture de l'histoire. Ça se passait dans la maison de la culture. Ils se sont retrouvés en tôle. Ben voilà. Ils se sont retrouvés en tôle. Donc, alors pour terminer, en fait, cette bureaucratie-là, donc lorsqu'on voit comment on parlait de la primauté du politique sur le militaire, de l'intérieur sur l'extérieur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve dans notre système? À l'université, tu te posais la question, Jamal, pourquoi cette désertification, cette indigence? Parce que tout simplement, c'est la bureaucratie qui commande. Oui. Ce n'est pas l'universitaire, ce n'est pas le chercheur, ce n'est pas le laboratoire, c'est le bureaucrate, c'est le recteur nommé par son ami Hadjar. Oui. Il nomme ses amis et puis ils font ce qu'ils veulent. Donc à l'hôpital, ce n'est pas le médecin, c'est l'administration. Et ce n'est pas l'élu qui dirige. C'est pas l'élu, c'est le chef de l'État. C'est le comité de l'État. Et il nous reste environ 2 minutes, Nordin Aoussat. Moi, j'aimerais bien que vous me répondiez à la question que j'ai posée à Saïd. Il n'a pas voulu répondre, il m'a boudé. Comment faire pour essayer de parler de ces grands tabous qui sont la bleuite, la vermulosa, les harkis, de façon apaisée? Je reviendrai, s'il te plaît, une seconde, mais laisse Nordin répondre. Alors, je vous donnerai 1 minute après. Allez, 2 minutes et 1 minute. Merci. C'est tout simplement ne pas prétendre détenir la vérité, parce que moi j'ai eu l'occasion de discuter avec des amis. Pour eux, par exemple, l'association des oulémas musulmans, c'est des assimilationnistes. Oui. Je ne sais pas, peut-être un article ou un demi-article ou une page ou une ligne de ce qui a été écrit à un moment. Les raccourcis. Voilà, un raccourci. Je vais vous lire ce qui a été dit dans un rapport du 23 juin au 22 juillet 1945, suite aux événements du 8 mai 1945, qui sont vraiment la date de rupture. Voilà ce qui est dit dans le rapport. C'est le rapport de la police du préfet de Constantine. Si on veut donc éviter qu'ils reprennent à brève échéance le cycle de leur activité nationaliste, il parle des Algériens, si l'on veut être armé pour déclencher sans risque d'erreur les poursuites judiciaires qui constituent le seul moyen efficace de coercition, il semble que le vrai remède serait la dissolution officielle de l'association des oulémas réformistes et la mise sous séquestre de leurs biens mobiliers et immobiliers. Donc, c'est très clair et je vous remercie de nous l'avoir cité. Moins d'1 minute et moins de 15 secondes. Donc, en fait, ce n'est pas de la censure. Comment faire? Je crois que ça se fait. On voit là un exemple. Les réseaux sociaux, des gens qui écrivent.
C'est vrai qu'à l'université algérienne, il n'y a pas une production historique ou sociologique critique, mais je vois des jeunes ici, à Paris 8 ou autres, produire une œuvre de qualité et attaquer des sujets tabous, que ce soit l'histoire, les liquidations, et des choses comme ça. Donc, c'est un combat. Ça peut venir. C'est un combat. Je termine juste par une citation de Sénéque, un auteur latin qui a écrit il y a 2000 ans. Sénèque. Sénèque. Oui. On l'appelle Sénèque, ou enfin Sénéque, et qui a dit « Il n'est jamais difficile d'oser. C'est parce qu'on croit que c'est difficile que l'on n'ose pas. » Très, très bien. Merci Azdine Zahlani, merci Saïd Khalil, merci Nourdine Oussat, merci Mourad Dehna. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi ces deux parties de cette émission. Restez avec nous. Vous allez pouvoir continuer donc à commémorer cette date avec Salim Salhi, mon collègue qui va bientôt arriver. Bkhaw ala khair, b'slama.